Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. Bientôt, l'utilisation du biogaz en Guinée. Le projet vise à remplacer le charbon de bois dans les ménages, mais le programme est d'abord en phase de validation. Un train a déraillé très tôt ce matin. Le drame s'est produit aux environs de 3 h du matin. Une personne a été tuée et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Le congrès électif de la Confédération internationale de handball, les travaux se sont ouverts ce vendredi à Conakry. Plus de 50 pays répondent présents à l'appel de la Guinée. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce message départ du président Alpha Condé adressé à son Excellence Monsieur Prayut Chan-o-cha, Premier ministre du Royaume de Thaïlande, Bangkok. C'est avec une grande tristesse que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris le décès de Sa Majesté Bhumibol Adulyadej, roi de Thaïlande à l'âge de 88 ans. Figure emblématique du rayonnement du royaume de Thaïlande dont il a porté la voix pendant des décennies, homme d'État respecté, admiré et grand rassembleur. Feu Bhumibol Adulyadej aura durant sa vie consacré toute son énergie à la sauvegarde de la paix, de la concorde nationale ainsi qu'à la consolidation du rôle dans la gestion des affaires du royaume. En cette douloureuse circonstance, je tiens au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre à vous adresser personnellement et au peuple thaïlandais et à la famille royale éplorée mes condoléances les plus émues. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Premier ministre, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé, chef de l'État. La table ronde sur la Guinée-Bissau a pris fin ce vendredi, une médiation assurée par le président Alpha Condé. Les différentes parties sont parvenues à un accord de sortie de crise, 10 points pour faire le tour des problèmes sociopolitiques de nos frères bissau-guinéens. Ibrahima Keita. Après 4 jours de débats et d'échanges sur la vie sociopolitique de la Guinée-Bissau, les belligérants dans la crise qui secoue ce pays depuis plus de 40 ans sont enfin arrivés à un accord. Désormais appelé accord de Conakry, il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO en 6 points. De la procédure consensuelle du choix d'un Premier ministre ayant la confiance du président de la République en passant par la formation d'un gouvernement inclusif avec l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale jusqu'à la réforme de la Constitution, de la loi électorale, celle des partis politiques et des secteurs de la défense, de la sécurité et de la justice. Le présent accord en 10 points prend en compte tous les aspects devant amener des différentes parties à mieux se comprendre pour l'intérêt supérieur des populations de la Guinée-Bissau. Introduisant la cérémonie de clôture des travaux, le médiateur de la CEDEAO, professeur Alpha Condé, président de la République, a salué le niveau d'engagement et de patriotisme des participants. Je commence d'abord par remercier tous nos amis de Guinée-Bissau, le président de l'Assemblée, les membres du gouvernement, de PAIGC, de PRS, les 15 et nos amis des 3 autres partis, membres du Parlement, car ces 4 journées ont été très très difficiles. Mais chacun de vous a fait preuve d'esprit de patriotisme et d'amour du pays. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à un résultat. Et je crois, comme il a dit, le peuple va éclater de joie, de bonheur, parce qu'enfin ils peuvent espérer que la Guinée-Bissau, qui a d'importantes richesses, enfin puisse avoir un pouvoir stable qui peut permettre au peuple de Guinée-Bissau de profiter de ces richesses. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont accompagnés, notre ami des Nations Unies, le président de la CEDEAO, notre ami le ministre des Affaires étrangères de Sierra Leone, le secrétaire d'État d'Angola, et notre sœur ambassadeur du Sénégal à Conakry et leurs collaborateurs des Nations Unies et aussi de la CEDEAO. Je crois que tout le monde a fait preuve de patience. Parfois, ils ont très peu dormi. Parfois, ils ne sont pas jusqu'à 5 h du matin pour reprendre le lendemain. Mais c'était nécessaire parce qu'il faut qu'on non seulement
que nos frères de Guinée-Bissau prennent des responsabilités pour l'avenir de ce pays, mais que nous aussi nous les accompagnons. Donc nous sommes très heureux qu'on soit arrivé à un résultat, parce que tout à l'heure nous allons commencer le sommet de l'Union africaine. Donc nous allons demander à la CEDEAO et à l'Union africaine d'utiliser tout leur poids vers la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de l'Union européenne, etc., pour que tout le monde accompagne le gouvernement qui sera mis en place, afin que ce qui a été arrêté dans les 6 points signés par vous tous à Bissau, que ce gouvernement puisse mettre en application, c'est-à-dire le développement économique, la réforme de la Constitution et la réforme de l'armée. Donc nous prions Dieu que l'Union africaine et la CEDEAO se mobilisent comme un seul homme pour accompagner la Guinée-Bissau. Ils sont au total 8 signataires de ce document final issu de l'Assemblée nationale des partis politiques de la société civile et du gouvernement et paraphé par les facilitateurs dont le médiateur, la CEDEAO, le représentant des Nations Unies à Bissau, celui de la Commission de l'Union africaine, de l'Union européenne en Guinée et certains pays amis, notamment la Sierra Leone, l'Angola et le Sénégal. Un communiqué final a sanctionné les travaux de Conakry pendant 4 jours. Le président Alpha Condé a écouté les différentes parties concernées par cette crise. Dénouement heureux et une victoire pour le médiateur. Tous les points obtenus ont été consignés dans ce rapport final. Je vous propose d'ailleurs d'écouter sa lecture avec le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangora. Aux décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 4 juin 2016 à Dakar, en République du Sénégal, et conformément aux conclusions de la mission de médiation de haut niveau conduite en Guinée-Bissau par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, médiateur de la CEDEAO, accompagné de son Excellence Dr Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone, un accord de sortie de crise en 6 points dénommé Accord pour une sortie de crise politique en Guinée-Bissau a été signé le 10 septembre 2016 par les différentes parties prenantes. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord dans un climat apaisé, un processus de dialogue politique s'est déroulé à Conakry, République de Guinée, du 11 au 14 octobre 2016, sous la présidence du médiateur de la CEDEAO. Ce processus a regroupé autour du médiateur, outre les signataires de la feuille de route du 10 septembre 2016, des représentants du groupe des 15 députés dissidents du PAIGC et des représentants des confessions religieuses et de la société civile bissau-guinéenne. Ont également pris part aux rencontres le président de la commission de la CEDEAO, accompagné de son représentant spécial pour la Guinée-Bissau, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Guinée-Bissau, le représentant de la Commission de l'Union africaine en Guinée-Bissau, le ministre des Affaires étrangères de Sierra Leone, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures de la République d'Angola et l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. À l'issue des concertations qui se sont déroulées dans le respect de la souveraineté de l'État bissau-guinéen et dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel, les différentes parties prenantes ont réaffirmé leur volonté à trouver une solution durable à cette crise politique dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée-Bissau. À cet égard, il a été signé un accord dénommé Accord de Conakry, accord qui est la première étape de mise en œuvre de la feuille de route du 10 septembre 2016 signée à Bissau. Au terme des discussions, les parties bissau-guinéennes conviennent des dispositions suivantes. 1. La procédure consensuelle de choix d'un Premier ministre ayant la confiance du Président de la République. Le Premier ministre doit rester en place jusqu'aux élections législatives de 2018. 2. La formation d'un gouvernement inclusif selon un organigramme négocié de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sur le principe de leur représentation proportionnelle. 3. La possibilité de nommer au gouvernement inclusif des personnalités indépendantes et de la société civile. 4. Le gouvernement inclusif mettra en œuvre un programme élaboré par une table ronde de dialogue national dans les 30 jours suivant la nomination du Premier ministre. 5. Le respect du principe en vigueur pour la nomination des hauts cadres, des hauts fonctionnaires de la République en Guinée-Bissau.
6. L'élaboration et l'adoption par la table ronde du dialogue national d'un pacte de stabilité signé par les principales forces politiques et sociales et articulé autour des principes suivants. 1. De redevabilité et de transparence dans les prises de décision institutionnelles. 2. De réforme de la Constitution permettant d'établir des relations stables entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. 3. De réforme de la loi électorale en vue de l'organisation couplée des élections législatives et locales en 2018. 4. D'une nouvelle loi sur les partis politiques incluant le financement public des partis politiques au prorata de leur poids à l'Assemblée nationale. 5. De réforme des secteurs de défense, sécurité et justice. 6. Le démarrage de la mise en œuvre d'un programme de développement suivant la vision Terra Ranca. 7. Le soutien par la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté des pays de langue portugaise, les Nations unies et l'Union européenne des efforts d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi du pacte de stabilité, notamment par la mise à disposition d'expertises de haut niveau ainsi que d'autres moyens financiers et logistiques conséquents. 8. La mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation à 3 niveaux afin de garantir la stabilité du processus. Au niveau du Conseil des ministres de la CEDEAO, au niveau de la Commission de la CEDEAO en partenariat avec les autres partenaires internationaux présents à Bissau, au niveau du médiateur qui rendra compte à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. 9. La réforme constitutionnelle sera effectuée dans le cadre d'une large consultation nationale prenant en compte les structures de révision existantes. La CEDEAO et les Nations unies mettront à disposition des experts constitutionnalistes de haut niveau. 10. Le principe d'une réintégration effective des 15 députés dissidents au sein du PAIGC, sans condition, mais conformément au texte en vigueur au sein du PAIGC. La communauté internationale a exprimé son soutien au processus de médiation à travers notamment les communiqués de presse du secrétaire général des Nations unies et de la présidente de la Commission africaine. La CEDEAO lance un appel à tous les acteurs politiques ainsi qu'à la société civile, aux chefs religieux et coutumiers et à tous les citoyens de la Guinée-Bissau d'apporter leur appui sans réserve pour la mise en œuvre de l'accord de Conakry afin de mettre le pays sur le chemin de la cohésion sociale et de l'éradication progressive de la pauvreté. Les participants aux négociations remercient le président de la République de Guinée pour l'accueil fraternel qu'il leur a réservé, son implication personnelle dans la réussite des négociations, ses conseils avisés et son engagement panafricain. Fait à Conakry le 14 octobre 2016, ont signé son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau. Monsieur Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO. Je vous remercie. Et puis, ces 2 décrets avant de poursuivre cette édition. Le premier portant création du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2023. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Chapitre 1er, création, article 1er. Il est créé un comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Senior 2023, en abrégé COCAN 2023. Il est placé sous la tutelle du président de la République, chef de l'État. Chapitre 2, mission. Article 2. Le comité d'organisation a pour mission de définir les orientations stratégiques et le plan d'action opérationnel à mettre en œuvre dans le cadre de la préparation infrastructurelle et festive de la CAN 2023. À ce titre, il est particulièrement chargé de l'élaboration d'un chronogramme des actions à réaliser, notamment la réalisation des investissements prévus dans le cahier des charges de la Confédération africaine de football CAF et les stratégies de réalisation des infrastructures connexes jugées nécessaires à la réussite de l'organisation de la CAN 2023, de la coordination des actions des administrations et des partenaires privés intervenant dans l'organisation de la CAN 2023, du suivi de l'exécution des actions et des projets à réaliser dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, de la mobilisation des financements et des partenaires
dans le cadre de l'exécution des projets identifiés en relation avec les administrations concernées, de toute autre mission à lui confiée par le président de la République dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023 et du développement de la République de Guinée. Enfin, vous noterez que plusieurs autres chapitres sont également définis, notamment le chapitre 6 concernant la dissolution, article 11. La mission du comité d'organisation prend fin de plein droit à partir du dépôt de son rapport final devant intervenir au plus tard 3 mois après la fin de la CAN. Chapitre 7, disposition finale, article 12. Un arrêté du Premier ministre déterminera les départements ministériels et les structures privées qui feront partie des commissions de travail. Article 13. Un arrêté du ministre en charge des sports précisera les attributions et les modalités de fonctionnement du COCAN 2023. Article 14. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Cet autre décret fixant de nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique. Le président de la République, vu la Constitution, après avoir entendu le Conseil des ministres, décrète. Article 1er. Il est créé dans la fonction publique guinéenne les nouvelles grilles indiciaires pour les fonctionnaires et les grilles indiciaires pour les contractuels permanents. Article 2. Les nouvelles grilles indiciaires pour les fonctionnaires comportent 6 hiérarchies, 12 grades et 12 échelons. À chacune des nouvelles grilles indiciaires correspond une hiérarchie nouvelle comme suit: hiérarchie A1, hiérarchie A2, hiérarchie A3, hiérarchie B1, hiérarchie B2 et hiérarchie C. Des tableaux sur les différentes grilles indiciaires sont disponibles, ce qui nous amène à l'article 24. Les nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique rentrent en vigueur à compter de la date de signature du présent décret avec rappel pour compter du 1er janvier 2016. Article 25. Les ministres en charge de la fonction publique, de l'économie et des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 26. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 octobre 2016, professeur Alpha Condé. Une nouvelle équipe dirigeante pour piloter la filière café-cacao. Les membres viennent d'être élus. Ils ont une grande mission, relancer un secteur rentable mais dont on entend très peu parler. Le nouveau bureau a donc plusieurs défis à relever. Makale Souma. Ils sont 15 membres dont une femme a été choisie pour diriger, et ce pendant 5 ans, les destinées de la Confédération interprofessionnelle de la filière café-cacao. Un choix qui n'est pas fortuit quand on connaît les défis auxquels cette filière est confrontée. Nous allons partir à l'intérieur, dans les villages, pour d'abord sensibiliser les planteurs, pour les dire le programme, parce qu'il faut que le programme présidentiel agricole soit connu de tous les producteurs. Les différents acteurs de la filière café-cacao veulent que ce secteur se développe avec tous les atouts liés à la production et à l'exportation du café et du cacao, surtout sur le plan international. C'est des cultures de rente, des cultures d'exportation à fort potentiel, et ça peut nous rapporter des revenus. Et ça peut accroître le revenu aussi en amont des producteurs et de tous les acteurs de la filière. Pour ce mandat de 5 ans, les membres élus de la Confédération interprofessionnelle de la filière café-cacao s'engagent à œuvrer pour la valorisation du café et du cacao sur le marché international et partant pour l'augmentation des revenus des producteurs. Une grande première en République de Guinée, le pays s'apprête à lancer un ambitieux projet d'utilisation du biogaz. Le ministère de l'Environnement mûrit l'idée depuis plusieurs années. Il s'agit d'obtenir de l'énergie à partir des déchets d'origine animale. Pour l'instant, c'est la phase d'évaluation du projet. Ça, marathon. Bientôt, la Guinée va démarrer son projet d'utilisation du biogaz. Le projet consiste à remplacer l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois dans les ménages par les biodigesteurs. Une nouvelle source d'énergie obtenue à travers les déchets des animaux.
Avant sa mise en œuvre, les responsables du projet et acteurs de terrain échangent autour du rapport d'évaluation du potentiel de ressources de biogaz en Guinée. Le biogaz, c'est un projet multidimensionnel et multisectoriel et ça va impacter aussi sur, disons, le monde rural. En quoi faisant et en diminuant la pénibilité des femmes puisque ça produit du gaz pour la cuisson et ce gaz aussi sert pour l'éclairage. Donc en dehors de ces deux produits, de ce produit, disons, le gaz, il y a aussi le compost que nous pouvons utiliser au niveau de l'agriculture, qu'on peut utiliser au niveau de l'alimentation du bétail et de la volaille. Après une journée d'examen minutieux, les participants saluent la pertinence des données de ce rapport. L'utilisation du biogaz permettra d'atténuer le changement climatique, ce qui est très important. Donc nous apprécions beaucoup. Le document a été apprécié par tous les agropasteurs qui sont représentés ici par les directeurs régionaux et préfectoraux et autres acteurs de développement. Sa mise en œuvre permettra d'éviter l'émission de plus de 160 000 tonnes de CO2, donc de gaz carbonique à l'air. Donc imaginez-vous combien de fois il y aura une importance capitale pour sa mise en œuvre. Voilà pourquoi le PNUD s'est engagé auprès du gouvernement afin que cette mise en œuvre soit réelle. Fruit de la coopération entre le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, le PNUD et le gouvernement guinéen, ce projet prévoit la construction de plus de 2000 biodigesteurs d'ici 2019, ce qui va permettre à la Guinée de réduire sa production de gaz à effet de serre. Un reportage de Sam Marathon rendu en studio par Marie-Angélique Bangora. Du côté de l'Assemblée, cette note, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés et le ministre conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions constitutionnelles qu'une plénière est prévue lundi 17 octobre 2016 à 15h précise à l'hémicycle au Palais du Peuple et sera précédée par la conférence des présidents à 12h précise à la même date. La dite plénière sera exclusivement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de chronogramme initial de la deuxième session exercice 2016 qui lui sera soumis par la conférence des présidents précitée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les députés est exigée selon leur niveau de participation. Des équipements pour renforcer le parc logistique du ministère de l'Industrie et des PME. Il s'agit de véhicules et motos, un don du projet d'appui aux petites et moyennes entreprises. Les motos, 8 au total, vont permettre aux inspecteurs régionaux d'assurer leur mobilité. Mamadi Gassama. Depuis sa mise en place par le groupe Banque mondiale en décembre 2013, le PAPME, projet d'appui aux PME, n'a cessé d'assister le ministère de l'Industrie en équipement. Il vient d'offrir à certains services du département 4 pick-up et 8 motos. C'est pour répondre à un certain nombre de besoins en termes de mobilité de ces services dans leur mission. C'est un appui institutionnel pour que le département puisse mieux assurer sa mission, qui est une mission de développement du secteur privé guinéen. C'est le premier volet de l'appui, c'est-à-dire l'équipement du ministère. Ces véhicules seront utilisés par des services comme le Bureau de stratégie et de développement ou encore la Direction nationale des PME. Les motos, elles sont destinées aux inspecteurs de l'industrie et PME des 8 régions administratives. Je ne peux que renouveler mes remerciements à la banque, encourager le personnel du ministère de l'Industrie, les cadres, chacun là où il est, remercier chacun du travail qui a été fait jusqu'à maintenant et encourager tout le monde à redoubler d'efforts parce que c'est l'intérêt du département qui prime. Dans un mois, le PAPME compte aussi équiper les services du département de l'Industrie en matériel composé d'ordinateurs, sans oublier l'ameublement des 2 centres d'appui au PME à Conakry et à Mamou. Éducation, on va voir ensemble ce soir comment les tout-petits ont repris le chemin de l'école. Une mission du ministère des Affaires sociales et de l'enfance sillonne des quelques centres préscolaires. Les bouts de chou sont tous souriants et très gais en ces débuts d'année scolaire. Mohamed de Camara. Les conditions d'études des tout-petits du préscolaire préoccupent les autorités du ministère de l'Action sociale. 2 semaines après l'ouverture des classes, Sanaba Kaba et ses cadres se sont rendus dans certaines écoles maternelles de la capitale. Objectif, s'assurer de l'effectivité du démarrage des cours dans les établissements qui préparent ces enfants pour le primaire.
De plus en plus, on se rend compte que les parents s'intéressent au préscolaire. Avant, ça ne comptait pas pour les parents, alors que l'éducation de l'enfant commence dès sa naissance. Et s'il reçoit des bases solides à partir de ces étapes, nous pensons que la formation devient de plus en plus facile. Les encadreurs des écoles maternelles visitées voient en ce déplacement de Sanaba Kaba un signe d'encouragement qui va les galvaniser davantage dans leurs tâches quotidiennes. Nous avons 168 au niveau de la petite enfance, dont 78 filles. Donc le taux de scolarisation des filles est très élevé au niveau de notre école. Mais aussi nous avons des enfants démunis qu'on a essayé de prendre en charge, puisque l'école est d'abord une entité sociale, bien qu'elle soit une école privée, c'est-à-dire commerciale. Vous avez vu combien de fois le centre est propre et les consignes d'hygiène, nous la respectons comme si a été dit depuis 2014 quand nous avons eu Ebola. Donc ce n'est pas en 2 jours qu'il faut abandonner les bonnes habitudes. Pour donner le sourire à ces tout-petits, la ministre de l'Action sociale les a apportés des présents. Une façon pour elle de contribuer à leur épanouissement. Une délégation du PIT est en séjour de travail à Conakry. Sa mission consiste à échanger avec de hauts responsables du Conseil national du patronat guinéen, des échanges d'expériences bien sûr sur plusieurs questions liées au monde du travail. Karim Kamara. Selon l'OIE, Organisation internationale des employeurs, la seule fédération guinéenne des employeurs qui lui est affiliée est le CNP, Conseil national du patronat. Spécialiste des activités des employeurs dans la sous-région ouest-africaine, Julie Kazagui est venue faire l'état des lieux du CNP Guinée. Il s'agissait pour moi de faire un petit peu le point de la situation, de voir où en est le CNP avec la mise en place d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle direction et de voir quel est l'accompagnement que le Bureau international du travail, donc spécifiquement le Bureau des activités des employeurs que je représente dans la région, pouvait apporter. En ce qui concerne les organisations d'employeurs, c'est l'OIE qui assure le secrétariat du groupe des employeurs et le CNP Guinée est l'organisation qui est affiliée à cette organisation au niveau international. Au cours des échanges, certaines organisations d'employeurs invités ont mis l'occasion à profit pour parler d'esprit d'équipe dans le secteur privé guinéen. Elle arrive dans le cadre de nos objectifs de faire en sorte qu'il y ait une unicité patronale en Guinée et que ça ne sert à rien que le secteur privé soit divisé depuis toutes ces années et que cela désavantage les opérateurs économiques guinéens. Nous avons encore une fois pris conscience qu'il est important que nous nous unissions, le secteur privé guinéen. Dans la foulée, le CNP a signé une nouvelle alliance avec l'Organisation des fondateurs des universités privées, organisation qui compte 6 000 employés pour un chiffre d'affaires de 400 milliards de francs guinéens par an. Justice, la réforme du secteur se poursuit. Des magistrats se familiarisent actuellement avec le droit de la famille. Une formation articulée presque essentiellement autour de la question quel recours en cas de violation des droits de la famille. Kerno Younoussaba. La réforme de la justice prévoit la vulgarisation des textes de loi. Le but est d'informer le maximum des citoyens sur leurs droits et devoirs. La stratégie est fondamentale quant à l'accès facile à la justice. À Koya, une trentaine de personnes, en majorité des femmes, sont sensibilisées sur le droit de la famille. Ce sont les femmes qui sont en général les plus victimes de violences dans la famille. Donc notre souci, c'était de renforcer les capacités de maximum de femmes pour qu'elles puissent se défendre lorsqu'elles sont victimes. La présente campagne, elle a pour but de contribuer au renforcement des connaissances des filles et des femmes sur le droit de la famille et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, en vue de leur participation effective au processus de développement du pays à travers la mise en œuvre des actions citoyennes au sein de leurs communautés respectives. Avec cette formation, la Direction nationale d'accès au droit et à la justice entend promouvoir la justice de proximité. Il s'agit d'amener les participants à identifier les voies de recours en cas de violation des droits de l'homme. Une personne a été tuée très tôt ce matin dans un accident de train. Selon les premiers constats, c'est l'occupation anarchique des emprises de la voie ferrée qui serait à l'origine de cette tragédie. 43 wagons et 2 locomotives du train de la CBK ont été endommagés. Explication, Fodé Camara.
Au quartier Tombo, à quelques encablures du quai minier du port autonome de Conakry, le périple du train de la compagnie des bauxites de Kindia s'est achevé par un spectacle de désolation. 43 wagons enchevêtrés les uns dans les autres, des roues éparpillées ça et là, un engrenage sens dessus-dessous qui révèle la violence de cet accident ferroviaire. Il y a eu un accident vers 3 h du matin sur les rails de CBK. Sur 44 wagons, il n'y a qu'un seul wagon qui a échappé. Et le conducteur, le deuxième conducteur aussi, on ne le retrouve pas. D'après la police, ils ont fait un premier constat et nous attendons d'avoir des informations complémentaires pour évaluer ou savoir la cause même de l'accident. Cet accident est le deuxième du genre. Le premier a été enregistré il y a 30 ans. Il relance le débat de la protection civile avec l'occupation anarchique des emprises de la voie ferrée de la CBK. Une voie fréquentée cumulativement par le train minier et Conakry Express. Au moment de la construction de cette voie CBK, toutes les emprises ont été dégagées à 50 mètres, c'est-à-dire 25 mètres de chaque côté des rails. Et pour cela, on a indemnisé les occupants. Donc la voie était complètement libre en ce moment-là. Depuis, les gens ont commencé encore à s'approcher petit à petit sur les emprises. Et occuper les emprises, nous insistons là-dessus à cause des situations comme ça. Parce que s'il y a rupture d'attelage, si le train arrive à s'emballer, s'il y a n'importe quel événement technique malheureux, c'est toute la population riveraine qui se trouve dans la zone qui va en pâtir. Je demanderai à toute la population de Kaloum que nous avons déguerpi il n'y a même pas 2 mois. Heureusement, ça c'est une chance pour le pays. Parce que si cette population qui était là était vraiment en ce moment d'instant de l'accident sur les lieux, ce serait autre chose. 2 conducteurs étaient à bord. Le titulaire est grièvement blessé et son assistant est encore dans les entrailles de ce tamas de fer. Pour qui connaît la place de l'EBK dans l'économie guinéenne, on ne peut pas rester indifférent à un tel accident. C'est vraiment regrettable. Et je pense que les circonstances de l'accident seront élucidées et on va nous faire parvenir à un état des lieux et puis déterminer les causes de l'accident. Et en ce moment, nous rendrons compte. La locomotive endommagée a été mise sur les rails depuis plus de 40 ans. Sur les raisons de l'accident, les spéculations vont bon train. Comment améliorer les services de santé primaire? La question est en discussion dans la ville de Labé. Plusieurs cadres du ministère de la Santé et autres acteurs prennent part à ce rendez-vous. L'objectif est de réduire la mortalité maternelle et infantile dans les régions de Labé et Farana. Sarabdine Diallo, Omotouré. Ils sont venus des régions de Farana et Labé soutenir le projet Amélioration des services de santé primaire, un projet mis en œuvre par la Banque mondiale pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée. L'objectif visé par les partenaires est de former les agents des structures sanitaires en soins de santé de base. Le projet compte aussi assurer le dépistage précoce des grossesses et améliorer les conditions de l'accouchement. Les 2 objectifs qui étaient attendus ont été atteints. Nous avons aujourd'hui les stratégies de mise en œuvre pour les 7 sous-composants du projet. Donc nous savons comment faire, qui va être impliqué pour faire, quels sont les atouts, quels sont les risques que nous avons. Et nous avons mis les mesures en place pour atténuer les risques qui pourraient intervenir au cours de la mise en œuvre de ce projet. Le résultat que nous avons est un résultat encourageant et qui va permettre à tout le monde d'avoir une vision commune par rapport à ce que nous avons à faire. 4 jours durant, ces agents et auxiliaires de santé ont passé au peigne fin tous les contours liés aux soins primaires. Cette revue est la 3e du genre depuis le début de l'année 2016. Le projet vient combler les différentes difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre des activités au niveau des districts sanitaires. Nous, groupe de la Banque mondiale, réellement nous soutenons
en fait la Guinée, non pas uniquement à travers ce projet qu'est le projet d'amélioration des soins de santé primaires qui concerne l'Abbé et Farana, parce que ce projet effectivement il est de 15 millions de dollars et nous y travaillons. Nous travaillons également sur un projet en fait pour essayer de couvrir avec le même genre d'activité la région de Mamou pour à peu près 5 millions de dollars. Ce projet de réduction de la mortalité maternelle et infantile va durer 5 ans. Il touchera plus de 450 postes de santé dans les régions de Farana et l'Abbé. Et puisqu'on parle de santé, on n'oublie pas que l'humanité vient de célébrer la journée de la vue. Ce qui nous amène à Kankan, une préfecture où de gros progrès sont en train d'être réalisés dans le cadre de la prise en charge des problèmes oculaires. Même les cas les plus compliqués sont actuellement gérés à l'hôpital préfectoral. Adia Toubari. Dans cette allée du service ophtalmologique, des patients s'apprêtent à subir une intervention chirurgicale oculaire. Avant d'être reçus au bloc opératoire, ils bénéficient de conseils. Une préparation psychologique pour maîtriser l'angoisse de l'opération. L'anesthésie va faciliter l'intervention. Cette phase d'anesthésie nous permet d'immobiliser la sphère ophtalmologique pour que le chirurgien puisse faire convenablement son travail. Donc, nous faisons l'anesthésie rétro-bulbaire et péribulbaire avec une solution qu'on appelle lidocaïne adrénalinée. Avec 5 à 4 cc, nous essayons d'injecter. Sur la liste des interventions chirurgicales à faire ce matin sont inscrits 11 patients, parmi eux un petit garçon de 6 ans. Il souffre d'un traumatisme avec plaie pénétrante de l'œil gauche. Il sera opéré sous anesthésie générale dans l'espace de 30 minutes. Il y a un enfant que nous devons opérer qui a reçu un morceau de bois dans l'œil, qui a perforé l'œil et que nous allons former. D'ici 14h, 15h, on peut l'opérer. Ici, c'est un cas de cataracte. On enlève le cristallin qui est cataracté, qu'on va remplacer par une lentille intraoculaire qui est là. C'est cette lentille qu'on va placer. Au lieu d'opérer et faire porter les lunettes lourdes aux patients, non, c'est cette lunette-là qu'on a introduite à l'intérieur de l'œil. 24 heures après son intervention chirurgicale, Mohamed Diawara va faire son premier pansement. Sur le visage de ses parents, une lueur de soulagement se dessine. Dès mon arrivée dans ce service, les médecins m'ont rassuré qu'ils vont traiter mon enfant. Et aujourd'hui, son état s'est beaucoup amélioré. Tout comme Mohamed Diawara, ces malades opérés seront sous surveillance médicale pendant une semaine dans ce service. Avant de quitter les salles d'hospitalisation, l'équipe soignante de Dr Faremba va établir pour chaque patient un programme de suivi. Cela afin de connaître l'évolution de leur traitement. Des étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Guinée rentrent d'un stage en Sierra Leone, un stage pour renforcer leur niveau sur le management ou encore la comptabilité. Durée de la formation, 1 mois. Saint-Martin Francina Dumont. Des étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry en fin de stage à l'université de Makeni en Sierra Leone. 12 au total, ils ont renforcé leurs connaissances en anglais sur les règles de grammaire, marketing, management et comptabilité du système anglais. Après 1 mois de stage, ils reçoivent des certificats d'aptitude. Un voyage d'études passionnant. Il nous pousse afin d'aller dans les bibliothèques, lire, revenir aussi de tout ce que tu as dit. Tu fais l'interprète et ce qu'on appelle en anglais public speaking. Cela nous a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, quand même, j'en ai su, et c'était même devant 1000 personnes. Je suis capable d'arrêter devant eux, parler. Au sortir de cette formation, comment rendre nos étudiants performants, compétitifs, et pour que dans un proche avenir, au finish de leur formation, que leur insertion ne pose pas de problème. Dans les jours à venir, les universités Makeni et Roi Mohamed VI envisagent d'établir un jumelage d'expérience entre les deux institutions. Un partenariat, oui, nous sommes plus qu'engagés avec l'école de Makeni, l'université de Makeni, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est une université sérieuse, une université organisée, et nous pensons qu'à l'avenir, en
termes d'apprentissage de langue au cœur de notre université. L'université de Makeni sera en fait le partenaire idéal. La formation des mois à l'université de Makeni a suscité de nouvelles vocations chez les stagiaires. Sport d'abord avec cette note du ministère d'État à la présidence chargé de la défense nationale. À l'occasion de la 3e réunion du comité directeur du Conseil international du sport militaire CISM, prévue du 15 au 19 octobre 2016 au Grand Hôtel de l'Indépendance de Conakry, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale invite les personnalités ci-après à la cérémonie d'ouverture et des clôtures. Les présidents des institutions républicaines, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, les représentants diplomatiques et consulaires, les attachés de défense, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, l'inspecteur général des armées, les chefs d'état-major des armées de terre, air, mer, les directeurs généraux de la police, de la douane, des conservateurs de la nature, les membres du comité olympique national. L'ouverture de la cérémonie est prévue pour ce lundi 17 octobre 2016 à 11h au Grand Hôtel de l'Indépendance de Conakry. Signé Dr Mohamed Diané. Le 20e congrès électif de la Confédération africaine de handball s'est ouvert ce matin à Conakry. Les représentants de plus de 50 pays prennent part à ces travaux. Le président sortant, le béninois, est candidat à sa propre succession. Ibrahima Souri Fofana. C'est sous l'égide de la Fédération internationale de handball que les travaux de ce 20e congrès électif de la Confédération africaine de handball sont placés. Il se déroule en présence de tous les membres statutaires du continent qui œuvrent pour un handball africain de plus en plus rayonnant. Je garde l'espoir que la tenue des assises de Conakry permettra de barrer la route aux velléités de remise en cause de notre avancée significative, unanimement reconnue. Nous devons demeurer une chaîne de solidarité dans la vie du succès, une voie difficile où il faudra concilier la performance, le mérite, l'éthique, le fair play et la dignité. Ce congrès de Conakry, qui est porteur d'une grande attente et d'une immense espérance, sera très participatif et extrêmement chaleureux au regard de l'importance et de la qualité des contributions attendues des uns et des autres. En appréciant à juste titre le dynamisme du handball africain, Dr Hassan Moustapha, président de la Fédération internationale de handball, souhaite que les assises de Conakry puissent servir de repère dans la marche ascensionnelle du handball africain. La présence des hauts dirigeants du handball africain et mondial nous réconforte à plus d'un titre. Soyez-en remerciés. Je garde donc l'espoir qu'en marge de vos travaux, les dirigeants du handball guinéen bénéficieront de vos conseils et de vos expériences pour davantage qualifier la méthode du handball en Guinée. Au terme du congrès, le président sortant, Dr Mansour Arimou, qui n'avait pas de concurrent, a été reconduit dans ses fonctions. Mohamed Paye Kamara, président de la Fédération guinéenne de handball, est élu président de la zone 2 du Conseil supérieur des sports en Afrique. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Demain, vous serez avec Falilou Diallo pour la grande édition. À demain.